Bonsoir à tous. Les marches du 22 septembre 2020 ont été marquées par un comportement pacifique des manifestants qui ont battu en brèche la thèse insurrectionnelle qu'agitait le gouvernement pour interdire ces marches. C'est ainsi que s'exprime le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Dans un communiqué, le professeur Maurice Kamto affirme que les populations ont fait preuve d'un courage héroïque en sortant massivement dans les rues des principales villes du pays pour s'opposer à la poursuite de la guerre civile dans les régions anglophones et au maintien d'un système électoral inique au Cameroun. Cependant, le gouvernement estime que ces manifestations étaient plutôt un mouvement insurrectionnel dont le but était de renverser les institutions de la République. Selon le ministre de la Communication, le mouvement pour la renaissance du Cameroun a échoué dans son plan d'instrumentaliser le fait ethnique et de mettre en danger le vivre ensemble au Cameroun. Alors que le professeur Maurice Kamto se plaint d'être séquestré dans sa résidence à Yaoundé et d'être victime de harcèlement répressif, le gouvernement révèle que le leader du MRC fait l'objet d'un examen approfondi auprès des instances judiciaires et déjà près de 600 personnes ont été arrêtées selon le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Dans un tel contexte sociopolitique, le Cameroun risque-t-il de sombrer dans un climat de terreur ou d'affrontement juridico-politique entre l'opposition et le pouvoir en place, où en est la mutualisation des forces pour le changement, la paix et la démocratie au Cameroun? Comment sortir de ces crises multiformes? Ce soir, c'est l'heure de vérité pour le président du mouvement Agir, membre de la coalition pour le changement, la paix et la démocratie, Christian Pendaekoka, est l'invité de l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision. Monsieur Pendaekoka, bonsoir. Bonsoir Monsieur Noufélé, bonsoir Monsieur Babila. Je suis Merci. très heureux de vous accueillir chez moi. C'est un plaisir d'être avec vous pour cette édition spéciale de La Vérité en face. Je suis en compagnie, vous l'avez dit, de Jonathan Babila. Jonathan, good evening. So, Cedric, thanks, dear viewers, for joining us in this edition of La Vérité en face. Mr. President, you're welcome to the program. Thank you very much. All the same to you. You're here in my place, so you should be welcome equally. Christian Pendaekoka, après les manifestations du 22 septembre 2020, le gouvernement affirme que c'est plutôt un mouvement insurrectionnel qui s'est déroulé durant cette journée et lequel mouvement s'est soldé par un cuisant échec, qu'il n'y a pas eu la mobilisation qu'attendait le mouvement pour la renaissance du Cameroun et ses alliés. Est-ce que vous partagez ce diagnostic, ce constat selon lequel c'était un fiasco, les manifestations que vous aviez annoncées pour le 22 septembre 2020? Non, c'est tout le contraire. Et le gouvernement fait plutôt de la propagande. Vous voyez ce que je veux dire? Premièrement, on est habitué à ça, à l'imposture du gouvernement. Si vous voyez l'arsenal répressif qui a été déployé avant, n'est-ce pas, des marches pacifiques qui étaient annoncées, et que vous vous rendiez compte que les gens sont quand même sortis, malgré l'arsenal répressif, militaire, des engins de guerre, que le gouvernement sort contre des populations, ce qui est déjà extraordinaire. Mais ce dispositif a été mis en place parce qu'ils avaient en face, disent-ils, un mouvement insurrectionnel qui était en gestation. Je vais y arriver. J'ai beaucoup de mal à comprendre que on annonce des marches pacifiques qui deviennent des marches insurrectionnelles. Dans tous les cas, si je veux faire une insurrection, je ne l'annonce pas. Si je veux faire un coup d'État, je ne l'annonce pas. Je crois que ce gouvernement vit dans ses propres contradictions et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Il est aujourd'hui installé face à ces échecs. Il est installé dans une sorte de panique générale où, avec un leadership qui est fatigué, usé, éculé, n'est-ce pas, il leur faut trouver des boucs émissaires. Il leur faut absolument trouver des boucs émissaires. Et ce système a atteint ses limites. Et nous sommes là véritablement dans un enjeu de paradigme institutionnel. Mais je voudrais revenir sur les problématiques des marches pour vous dire que lorsque vous déployez de tels engins, n'est-ce pas, et que les populations sortent quand même au Cameroun,
je dis bien au Cameroun, parce qu'on connaît, on sait habituellement comment les populations peuvent être timides, qu'on voit ces engins sortir, les menaces, ainsi de suite, et que les populations soient quand même sorties, c'est un succès extraordinaire. Mais vous avez appelé une grande mobilisation des populations. Mais attendez, on a vu quelques personnes qui ont essayé à Ndokoti, à Douala 3e et dans quelques zones dans la région de l'Ouest et à Yaoundé. Est-ce que cela peut être qualifié de succès? C'est un succès. Vu l'appel que vous avez appelé qui concernait une plus grande mobilisation des Camerounais. C'est un succès, ce d'autant que quand vous voyez le leader d'un soi-disant parti politique, un petit parti politique. C'est comme ça que M. Biya a qualifié le MRC et de petit parti politique. Dites-moi, quelle était la raison, qu'est-ce qui peut justifier qu'un petit parti politique vous fasse autant peur, au point d'aller séquestrer son leader avec des engins de guerre? Vous aviez peur qu'il ne sorte, j'imagine. Et s'il sortait, vous étiez en train de redouter ce que ça ferait comme marée humaine derrière lui. Il faut me l'expliquer. Un petit parti politique, vous séquestrez son leader avec des engins de guerre. Et la veille, vous arrêtez le trésorier de ce parti, qui est justement venu là parce que vous étiez en train de chasser les bains skinners. À 1h du matin, Maurice Kamto m'appelle pour me dire que tu vois ce qui est en train de se passer chez moi? J'ai dit non, qu'est-ce qui se passe? Il me dit mais ils sont venus, les policiers sont venus, ils sont en train de chasser les jeunes gens qui font souvent la garde chez moi, et ils sont même montés sur le corps de l'un. Et j'ai dit ah bon? Je regarde, j'appelle Foguet. Foguet me dit qu'il est déjà sur le terrain. Et il me dit non, ça va aller, je vais discuter avec eux. Il croyait que ça allait aller, mais en fait il ne savait pas qu'il allait être interpellé. La veille de la marche. La veille de la marche. Donc vous prenez comme ça des leaders qui devaient organiser la marche et si vous les décapitez. Moi-même, je peux me rendre chez Maurice, n'est-ce pas, comme cela était convenu. Et naturellement, ne pouvant pas m'y rendre, il m'aurait certainement arrêté quelque part en route, puisqu'on est pratiquement voisins. Et vous appelez ça un échec, c'est plutôt la peur panique qui habite ce régime. Et je dois vous dire que je souhaiterais qu'il fasse un sondage indépendant, un sondage vraiment indépendant de l'opinion des Camerounais par rapport à ce régime. Je pense qu'ils seraient très étonnés des résultats de ce sondage, y compris dans leur propre rang. Mais le plus extraordinaire, c'est également de parler de marche pacifique et de convertir ça en mouvement insurrectionnel. Quelle est la différence concrètement pour que les téléspectateurs soient édifiés? Vous parlez de marche pacifique, mais le gouvernement y voit un mouvement insurrectionnel puisque l'objet de cette manifestation était l'appel au départ du président de la République. Sur ce fait-là, le gouvernement estime que ça, c'est vouloir renverser une institution qui a été démocratiquement élue au Cameroun. Que répondez-vous? Mais alors, je suis très étonné. Lorsque M. Biya dit, il dit ça il y a 30 ans, hein, devant un journaliste français, Yves Mourouzi, je voudrais qu'on se souvienne de moi comme du président qui aurait apporté à ses compatriotes la démocratie et la prospérité. La prospérité, oublions ça, c'est la misère et la galère, comme vous le savez. Maintenant, la démocratie. Tout au moins, ce que vous avez là, c'est la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'on peut s'exprimer. On peut pouvoir dire que je ne veux plus voir de ce président. Vous avez la liberté totale de le dire. En plus, le Cameroun a signé les conventions internationales qui concernent la protection des droits humains, des droits civils et des droits politiques. Ça veut dire les conventions qui concernent la liberté d'expression. Je ne vois pas comment le Cameroun, les autorités violent elles-mêmes les conventions que le Cameroun a signées. Parce que s'il y a vraiment des agresseurs, ce sont ces autorités. Et ces propos insurrectionnels, moi, si j'étais à la place de M. Biya, je serais très inquiet. Je serais très inquiet que les gens soient habités par la phobie des insurrections, parce que chaque fois, ils disent toujours, dès que vous voulez sortir pour des marches pacifiques en main nue, n'est-ce pas, ils évoquent les insurrections. Et de proche en proche, ils vont poster comme ça un jour des chars à côté de son palais et prétendre qu'ils étaient en train de lutter contre M. Kamto, qui est chez lui tranquillement, et alors que c'est eux qui veulent faire un coup d'État. Non, mais excusez-moi, Jonathan, c'est eux qui veulent faire un coup d'État. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est eux qui véritablement sont en train de fomenter dans leur esprit un coup d'État. Sur quoi vous basez pour arriver à une telle analyse? Sur quoi eux, ils se basent pour dire qu'on voulait faire
une insurrection? Sur quoi eux ils se basent pour dire que nous on voulait faire une insurrection? Yes, go ahead. Second March, you said that a fire or a spark produces a fire. Produces a fire. Yeah. Is this not why the government is saying that a spark produces a fire? You have a hidden agenda, that of wanting to destabilize the state? There is no hidden agenda. What I'm trying to say is exactly what they have in their mind. And you should be really careful about those people. Anytime they're talking about insurrection, they're talking about insurrection, and now they're trying to kind of transform a peaceful protest, into an aborted coup. Can you peaceful protest that wants to overthrow the president of the republic? The intention was not to overthrow. This was a peaceful protest. People marching, naked hands, with no weapons. And actually, you cannot carry out a coup by kind of telephoning someone that I'm going to carry out a coup. Have you ever seen a kind of coup that is pre-announced by the one who is going to carry it out? So how should I carry out a coup just by announcing it? Now, maybe they are not able to read in my mind what is in my mind. You see what I'm trying to say? When I say a spark produces a fire, and then tributary, a river, is because this is a dynamic. A dynamic we start slowly, and it's kind of irreversible, and we start. I was talking about the mind of the people. I was talking about the concentration of the people. I was talking about Cameroonian, that because usually they were not ready to stand up for their own rights, but now they are ready, and slowly and gradually they're standing up for their own rights. They're rising up to say, no, enough is enough. We want to change the system. We want to have a better life. We want to enjoy a better condition of life, and so on and so forth. This is what I was talking about, a spark that is going to produce a fire. Right, you're talking about young people in particular, and Cameroonians in general, who are said to have become conscious of their place in society and what they need to do to bring about a change. But government authorities think that it was a huge failure for you because it was just a meager percentage. So when you're talking about people who have gained consciousness, who are you referring to? The meager percentage? I listened to a journalist on state media saying that just 1% of the population came out. Did you see the kind of repressive arsenal that those people get out? Those weaponry, the kind of weaponry that were out just to threaten people, to terrorize people. And despite that, you can see some people getting out. You can see them saying that enough is enough. You understand what I mean? And I'm telling you, Mr. Biya has qualified. This was a qualifier. He has qualified CRM of a small party. This is the qualifier that you use, that CRM is a small party. And you go and kind of sequestrate the leader of that party. What were you afraid of? Where were you fearing of? A small party, his leader is just sitting in his house. And I clearly think that if they were able to get some arms and weapons in our houses, many of our houses, they could have put those arms and have now the pretext that those people, clearly they want to have some weapons. Je vais le dire en français pour que les téléspectateurs francophones comprennent. S'ils avaient la possibilité de mettre les armes dans nos maisons, n'est-ce pas, ils l'auraient fait. S'ils avaient la possibilité de mettre, que ce soit chez Maurice ou chez moi-même ou l'un des leaders de moi, ils auraient certainement mis les armes là-dedans parce qu'ils sont en train de chercher un prétexte, n'est-ce pas, pour dire après qu'on voulait faire une insurrection, on voulait faire un coup d'État. Mais this is fallacious. It has nothing to do with the reality. But the reality is that this was successful, actually, because looking at the present security context of Cameroon today, yes, the authorities are saying that there is need to take such actions in order to preserve public peace and stability, because such a move could degenerate to a chaotic situation. But they are not able to subdue, to control what's happened in the northeast and southeast regions for almost 4 years. And northwest and southwest regions. Northwest and southwest region, in the Anglophone regions. A small strike that just started as claims from lawyers and from teachers, because of the careless nature of this regime and leadership, they are not able to really subdue it. And for almost 4 years, this small strike has kind of escalated to become an armed conflict, claiming more than 3,000 deaths, more than 500
villages burned down. More than 1 million people are displaced internally and externally. And those people are giving lessons, they're teaching lessons to, they want to lecture us, they cannot lecture us. And those people are talking about le vivre ensemble, que nous étions en train de menacer le vivre ensemble. Mais qu'est-ce qui a causé la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest? Justement, c'est cette absence, c'est cette incapable de... a rejeté votre projet parce que vous avez instrumentalisé le fait ethnique et mis en danger le vivre ensemble à travers votre projet insurrectionnel. Mais je suis très désolé de cela. Ce régime a essentiellement deux moteurs. Lesquels? La haine tribale et la corruption. Et je vais vous expliquer comment... Justement, d'abord sur la haine tribale, comment fonctionne ce moteur? Le moteur, c'est eux qui attisent, c'est-à-dire qu'ils attisent la haine interethnique. Vous pouvez le voir à travers les soutiens qu'ils font à certains types de médias pour justement attiser la haine tribale. Vous pouvez le voir à travers... Vous savez, le régime, il fonctionne comment? Regardez bien ce que je vais vous dire. Je vous ai dit, le paradigme, c'est la concentration de tous les pouvoirs dans les mains d'une seule personne, c'est-à-dire celui que j'ai appelé l'homme-dieu, Biya, l'homme-dieu qui n'est pas Dieu. Tous les pouvoirs sont concentrés dans ses mains, sans système de contre-pouvoir. Et vous allez voir la deuxième personnalité du Cameroun, c'est-à-dire la deuxième personnalité du Cameroun, M. Nyat, il ne peut aller que dans son village. Pour que les gens comprennent bien ce système, c'est très important. Vous me pardonnerez de prendre 2 minutes pour vous l'expliquer, parce qu'après, il faudrait que, je voudrais que les Camerounais comprennent ce qui se passe et ce qui va se passer. Vous imaginez un système où tous les pouvoirs, et c'est ça l'explication de tous les autres mots du Cameroun, parce que c'est un système qui ne se regarde que le nombril. Son ADN, c'est de se regarder le nombril. Tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains d'une seule personne. Le pouvoir exécutif, il contrôle l'administration, il contrôle l'armée. Il a même eu la fantaisie de se faire une milice personnelle, c'est-à-dire le BIR, et il a changé le nom de la garde républicaine en garde présidentielle. Tout ça, c'est pour lui. Il contrôle... Mais le BIR a été considéré comme un segment de l'armée camerounaise professionnelle qui a permis de lutter contre l'insécurité transfrontalière au Cameroun, de mettre en déroute Boko Haram et également de sécuriser la partie est du Cameroun. Comment pouvez-vous dire aujourd'hui qu'il s'agit d'une milice alors que c'est une composante de l'armée camerounaise qui est valorisée au quotidien? C'est pas une composante de l'armée personnelle, c'est une milice personnelle à possession du chef de l'État, et il a transformé, bon, vous avez, c'était la garde républicaine, il a transformé ça en garde présidentielle. Mais vous me permettrez de continuer ma démonstration parce que le législatif le contrôle totalement, comme vous le savez, et le système judiciaire qui contrôle. Monsieur Biya est la loi. He is the law. Il est la loi, il est la justice. He is the justice. Si vous êtes, excuse me, I'm not finished yet. Si vous êtes contre lui, mais vous êtes hors la loi. Et c'est ça qui est en train de se passer. Mais maintenant, ce que je vais vous... mais sinon, il n'arrêterait pas les gens de manière arbitraire. Mais j'ai continué ma démonstration que lorsque vous voyez, par exemple, la deuxième personnalité du Cameroun, elle ne peut pas parler sur l'étendue du territoire, elle ne peut parler que dans son village. Lorsque vous prenez M. Kaba-Yégué, vous ne l'avez jamais vu parler aux jeunes gens ailleurs, il ne peut parler que dans son village. En fait, à cette gouvernance tribalo-dépendante, c'est-à-dire qui dépend essentiellement des tribus, où il a renvoyé chacun dans son village. Chacun est renvoyé dans son village. Vous vivez à Douala depuis des années, le jour où vous voulez être député, on va vous renvoyer dans votre village. C'est exactement ce qui se passe. Vous voyez des gens qui sont là depuis des années, quand ils veulent aller député, on leur dit rentrez dans votre village. Qui fait la haine là? Qui attise la haine? Mais je vous pose la question. Le gouvernement a criminalisé le tribalisme à travers une loi qui a été adoptée il y a quelques mois. Est-ce que ce n'est pas une preuve de la volonté politique du chef de l'État de lutter contre le tribalisme? Il a fait plusieurs fois des messages pour appeler à ce que la tribalité soit portée à la conscience nationale et que les Camerounais forment une véritable identité nationale. On aurait fait ça autrement. Si vous regardez aujourd'hui, par exemple, tout le système financier du Cameroun, l'autorité financière du Cameroun sort du Sud. La place qu'on avait comme vice-gouverneur de la Banque centrale, qu'elle sort du Sud, la personne sort du Sud. Le directeur national de la BEAC sort du Sud. Le GIMAC, la personne qui gère ça sort du Sud. Ça, c'est quoi ça? Mais elles peuvent avoir été nommées pour leurs compétences. Est-ce que sur le plan de la compétence, elles n'ont pas la possibilité d'être
à ces postes importants et stratégiques. J'aurais bien aimé que le système de mérite soit vraiment installé. Ça, je ne vous ai donné qu'un petit exemple pour édifier les populations qui d'ailleurs ne le savent pas. J'aurais bien voulu. Mais il y a d'autres Camerounais venant des autres régions du pays qui aussi sont au sommet de l'État, qui accèdent à des fonctions importantes et qui peuvent gérer les affaires publiques. Certainement, M. Nkwete, qui est secrétaire général du RDPC et qui ne parle d'ailleurs pas. Vous avez parlé de la deuxième personnalité du Cameroun, qui est président du Sénat et qui vient d'une autre région. Vous avez parlé du président de l'Assemblée nationale, qui est de l'extrême nord du Cameroun. L'on voit bien que le chef de l'État veut mettre sur pied un système d'équilibre régional. Absolument. Est-ce que pour vous, ce système tel qu'il est pratiqué pose problème? Absolument. Le président du Sénat, il est tellement loquace que vous l'entendez à 5000 km, n'est-ce pas? Il s'exprime tout le temps. Le président du Sénat, je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Il s'exprime tout le temps, le président du Sénat. Il est, voilà, vous savez, il vient d'une autre région, il s'exprime, il dit ce qu'il pense, et ainsi de suite. De la même manière que le président du Parlement, il s'exprime sur les problèmes du Cameroun, il s'exprime tout le temps, le système est bien équilibré. Mais j'avais pas fini. Ce que je voulais vous dire, le deuxième auteur, Before you go to the second one, please, you are accusing the government of promoting. I'm not accusing. I'm explaining the system. You're explaining that government is promoting tribalism, using tribalism as a tool to maintain the power in the hands of some persons. But on the other side, the CRM political party is also accused of the same crime, promoting tribalism. And some are now citing or quoting the president of your political party, Professor Maurice Kamto, in one of his statements in front of the... No, you're making a mistake. I'm not a member of CRM. I'm not a member of CRM. I'm the president of ACT Agir. An ally of CRM. An ally, absolutely. An ally of CRM. I'm a political ally. Right. Some are now quoting Professor Maurice Kamto in one of his statements which he made in front of the Constitutional Council after the 2018 presidential election, in which he said that if there was a competitive examination to become a Bulu indigene, he would write to become a Bulu indigene. They are quoting him wrongly or rightly, but they are thinking that the CRM and its allies are also promoting tribalism. Are the ones promoting tribalism, in fact. That was exactly to say that the system is so much tribalistic, you know, and kind of South-oriented and Bulu-oriented, that if there was a contest, it would have accepted to pass that contest. That was to write that contest to be that. It was to see it the other way around, and they were accusing him, but he was just telling you, trying to tell you, this is a system which is so much tribal dependent, and this is the idea. And on the other side, so let me come to the second engine. The second engine. Because actually, I just gave the position in the central bank or the monetary authority coming from one region, and then the only position with the central bank as vice governor coming from the same region from the south, then the national director of the central bank coming from the same region, then we have an affiliate called GMAC coming from the south, the same region, and Cedric was telling me that maybe it was based on merit. I would have liked to see it, that it was based on merit, you know. If the system was based on merit, you could have learned it a long time ago. But unfortunately, this is only some cases that I've made. Maintenant, si vous regardez, continuez à regarder la distribution, je n'ai rien à vous apprendre dans la distribution des positions, que ce soit les postes publics, les postes de directeur général. Et il est même arrivé un moment où les gens ont commencé à dire, mais pourquoi on n'emprisonne que les gens de la même région en ce qui concerne les entreprises publiques? On était bien obligé de leur dire que, mais attendez, si les directeurs généraux viennent de la même région, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Il y a que qui peuvent l'être. Donc, qu'est-ce que vous reprochez concrètement à ce système de nomination et de promotion au sein de l'administration publique? Parce qu'il n'est pas basé sur le mérite. S'il était basé sur le mérite, on le saurait, et vous n'auriez pas les résultats que vous avez là. Les résultats sont catastrophiques, sur tous les plans. La déliquescence économique et sociale, je ne perds pas le nord, je reviendrai sur le deuxième auteur tout à l'heure. La déliquescence économique et sociale, elle est là. La croissance est complètement finie. Je vous ai dit un jour qu'en 1985, pour que vous mesuriez jusqu'à quel point le Cameroun a régressé, le PIB par habitant du Cameroun était de 1800 $. Celui de la Chine était de 758 $. Celui de la Chine, en 1985. You know? En 2018, le PIB par habitant du Cameroun est tombé à 1400 $,
Celui de la Chine est tombé pratiquement à... celui de la Chine est monté à 8 000 $. Pratiquement, il est devenu presque 5 fois le PIB du Cameroun. Naturellement, quand je prends les pays comme la Corée du Sud, le PIB du Cameroun par habitant du Cameroun était supérieur à celui de la Corée du Sud. Aujourd'hui, celui de la Corée du Sud est monté, n'est-ce pas, de multiples fois. Et les inégalités ne font qu'augmenter. Le taux de pauvreté n'a pas bougé, il est de l'ordre de 38%, c'est-à-dire que s'il a bougé un peu, c'est les 2 points, mais parce que la population a augmenté, le nombre de pauvres a augmenté. Et en fait, c'est ça qui fait le terreau, n'est-ce pas, le terreau propice au recrutement de Boko Haram, et ainsi de suite. Les inégalités sociales, les injustices, il y a une aggravation des inégalités, une aggravation des injustices, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, cerise sur le gâteau, on a la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui menace le pays d'implosion. Voilà le bilan. Revenons sur ce deuxième moteur qui permet aux autorités, selon vous, de pouvoir mettre sur pied ce système que vous dénoncez. De quoi il s'agit quand vous parlez d'un deuxième moteur? Sur quoi s'assoit les autorités, sur quoi s'assoit le gouvernement concrètement pour mettre ce système que vous dénoncez? Le deuxième moteur, c'est le plus grave d'ailleurs, c'est la gangrène de la corruption. C'est la corruption que le gouvernement utilise. Alors lui, How can government be using something that it is fighting? For several years, it has been fighting corruption with the Operation Sparrowhawk and so on. Putting people in jail. There are many government officials who are today in jail. So how can it be using something that is fighting? It's not fighting it. Actually, if you... Let me just finish the explanation and you understand what I'm trying to say. Deuxième moteur, c'est la corruption. Et justement, vous comprendrez que c'est parce que lorsque vous résistez à cette corruption, vous devenez un problème pour ce gouvernement. Qu'est-ce que ce régime fait? Et quand je parle du régime, dans un régime qui repose sur un seul individu, vous comprendrez que cet individu joue un rôle important sur la corruption. N'est-ce pas? Dans la corruption. Vous voyez, vous allez voir que de nombreux partis politiques, par la corruption, ont été phagocytés. Ne peuvent pas s'exprimer. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez. Et le régime fait comme ça, il essaie de vous corrompre. Si vous acceptez, c'est bon, vous êtes phagocyté. Je ne vais pas citer les partis politiques, vous les connaissez. Lorsque vous résistez, vous devenez un problème. Lorsque vous résistez à la corruption, vous devenez un problème. Et en réalité, le MRC et ses alliés deviennent un problème aujourd'hui parce qu'ils ont résisté à la corruption. Moi, j'étais au palais depuis 10 ans. Moi, je suis, comme je vous ai dit, j'arrive au palais. Ce qui m'intéresse en arrivant au palais, c'est le développement du Cameroun. Et c'est ce qu'on me présente, que les projets sont en train de traîner, et ainsi de suite. Vous en êtes un spécialiste, vous pouvez nous aider, ainsi de suite. Je dis à M. Biya que, bon, voilà, je fais un autre, je dis, essayez de créer, il faut pas essayer, il faut créer une espèce de comité de veille stratégique à côté de vous, pour qu'on puisse suivre les projets de manière que s'il y a des dérapages, qu'on puisse vous les signaler immédiatement et que dans un régime hyper présidentiel, que ça puisse être corrigé. J'ai passé 8 ans au palais, je ne l'ai pas vu. Et naturellement, vous l'avez peut-être oublié, Cédric, lorsque, en 2018, au mois de juin, juillet, quand vous m'avez fait l'interview et que je vous ai dit que je ne soutiendrai pas M. Biya à la prochaine élection, à partir de la position que j'avais, j'étais au 2e étage, il était au 3e. C'est assez rare dans ce pays. Quand je dis rare, c'est même inédit, des gens qui font ce que j'ai fait là. Conseiller du chef de l'État au Cameroun, avec ce que vous pouvez imaginer qu'on vous donne, mais vous dites non, parce que je ne l'avais pas accepté. Ils voulaient me donner un logement, j'ai dit je ne veux pas de logement. Ils ont voulu me donner une indemnité de logement, j'ai dit je ne veux pas d'indemnité de logement. Je suis chez moi depuis 30 ans. Et donc, et d'autres émoluments comme ça, j'ai dit j'en veux pas. Je suis ici la venue pour les Camerounais. Je vous répète que c'est les jeunes gens qui m'intéressent. Et quand je vois que ça ne va pas, je vous ai dit quelque chose. Quand vous m'avez fait cette interview, vous étiez là avec Mimi Mefou, je vous ai dit le monde va très vite et malheureusement le Cameroun va trop lentement. Et que ces décalages entre un monde qui va très vite et le Cameroun qui va trop lentement est un problème. Et j'étais assez libre pour ne plus soutenir ce système. Et vous voyez, beaucoup de ces ministres qui parlent en 80 un débat chiffré peut tenir sur les chiffres. Mais avant déjà en confondant les mégawatts et ainsi de suite, il va faire comment? Christian Pendeko-Ka, avant d'arriver à ce débat entre le RDPC et le MRC, il y a sur la question relative à ces manifestations où nous sommes pour le moment. Le secrétaire de la communication du RDPC, je vous en prie, vous accuse d'être des anarchistes
champion en intimidation et défiance de l'autorité de l'État, que vous êtes passé maître dans la provocation pour qu'il y ait une répression et ensuite vous instrumentalisez la répression pour alerter la communauté internationale. Est-ce que c'est votre stratégie, Christian Pendley Coka? Je ne sais même pas si c'est ce que c'est qu'un anarchiste. Toute ma vie durant, tout ce que j'ai fait, j'ai construit des projets, j'ai fait des choses, plein de choses au Cameroun et ailleurs. C'est pas un anarchiste qui le fait. C'est un mouvement de protestation. Vous savez, comment expliquer cela? Est-ce que c'est cela qui pousse le RDPC à vous qualifier d'anarchiste? C'est pas cela. C'est parce qu'ils ont peur, c'est la peur. Je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, le seul parti, et je dis la coalition, le MRC et ses alliés, qui atteint les fondations de ce régime. C'est ça. Parce que tous les autres partis, ils ont utilisé l'arme de la corruption pour les phagocyter. Et ils sont silencieux. Vous l'observez bien. Et même c'est aussi grave que lorsque un membre d'un parti politique sort pour, par exemple, dire qu'il faut examiner le cas de la crise anglophone au Parlement, vous imaginez, il est pratiquement frappé d'excommunication dans son propre parti. Alors que le problème du NOZO, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, aurait pu être posé au Parlement. C'était l'endroit. Et vous avez imaginé qu'on a refusé qu'il soit dit. Et on nous accuse d'anarchie. On n'est pas du tout anarchiste. On veut résoudre les problèmes du Cameroun. But looking at the way you have been going about trying to bring solutions to the problem of Cameroon, the people who are close to the CPDM, who are close to government, who are in government, think that the only life wire for the CPDM, or rather for the CRM and its allies today, is what is known as unconventional politics, street protests, violation of the law, violence. Just because with regards to what you have been doing. Exactly, because they are not, we are no more in democracy. Normally, if we were in democracy, as Mr. Biya pretend to have brought democracy to Cameroon, we should have found a venue to express ourselves. The number of propositions, the way you're doing it, you saw Mr. Macron in France. When this outburst of Gilets jaunes, when this happened there, what did he do? He called all the political parties to sit around the table and discuss about the issue of France at that very moment, because that one was a critical moment. Have you ever seen Mr. Biya, as the head of state, convening all Cameroonian all the party, all the political, and the leaders of the party politics to sit down and discuss about the issue of Cameroon? And I even think that when the Prime Minister has been making consultations with political parties, religious leaders, civil society leaders. No. This is not. You cannot just do it by proxy. You cannot just do it by proxy, especially because when you find the kind of hyper-centralization of the presidential, the hyper-centralization of Cameroon, and I would say the place that with all the concentration of powers in the hands of an individual without a system and check and balances, then you can imagine the position of Mr. Biya over here. To the extent that his own secretary is more powerful than the Prime Minister, head of government. You spend your time saying that Prime Minister, head of government. It just lip service. It's just lip service. Because when you spend time saying that Prime Minister, head of government, and the Secretary General of the Presidency is much more powerful than the Prime Minister, you just question that one. Are you joining those who are saying that the Prime Minister is a toothless bulldog? Are you joining that school of thought? Yeah, it's a puppet. Actually, what power does he have? What power does he have? He has no power. He has no power. He cannot. You saw it on a daily basis. Even last time, the president, what's happened is that the Secretary General of the President has kind of written to the Secretary General of the Prime Minister's office to say that, the President has instructed the head of government, the Prime Minister, to kind of carry out a new program for the development of the Far North. Could you see that system? Could you see that kind of formality? You, the Secretary General of the Presidency, writing to the Secretary General of the Prime Minister's office for him to inform the Prime Minister, head of government, that the head of state has instructed him to carry out the program of development for the Northwest. Can you see that system? What does it represent to them? Parce que c'était plus, je vous vois venir, je vais vous répondre tout de suite, parce que c'était plus simple quand vous gouvernez un pays d'appeler le Premier ministre, le chef du gouvernement, de vous asseoir
de vous asseoir, parce que ce n'était pas le premier plan d'urgence qu'on faisait. On en a fait de multiples dont on n'a jamais fait l'évaluation. Et d'ailleurs, je me souviens d'un qu'il a fait en 2015. Comme j'ai mes gars qui sont là, j'ai fait une note où je lui dis, mais ce plan d'urgence que vous êtes en train de faire en 2015, ça ne sert à rien. Parce que nous venons de faire un budget triennal. Là, maintenant, vous faites un plan d'urgence 2015. Mais dans ce plan, vous savez, quand vous faites un plan d'urgence, ça veut dire que vous voulez mettre en place des projets à impact rapide. Des projets à impact rapide. Or, dans le plan d'urgence de 2015, si vous le voyez, vous avez là-dedans des constructions de barrages. Un barrage, entre le temps de gestation et le temps de construction, ça fait au moins 5 ans. Donc, ça ne pouvait pas être le plan d'urgence. C'était juste des occasions pour sortir de l'argent, et c'est ce que je lui avais dit, que ça va nous conduire vers une dette absolument incroyable, et c'est ça qui a conduit à l'émission des obligations à ce moment-là, qui nous coûtait extrêmement cher, parce qu'on a eu à peu près 750 milliards de francs CFA à un taux de 10%, alors que l'Arabie Saoudite, au même moment, obtenait 5 fois ce montant pour 2% de taux d'intérêt. Le différentiel entre 10% et les 2% de taux d'intérêt vous montrait simplement, n'est-ce pas, le risque qui était attribué au Cameroun. Mais je vais vous dire, au-delà de ça, ce qui est en train d'arriver au Cameroun. Qu'est-ce qui arrive, justement ? Ce qui est arrivé, je viens de vous expliquer le deuxième système, parce que le MRC et ses alliés sont les seuls qui résistent à ce système, donc qui touchent au fondement du système, et ce qui arrive au Cameroun qui ne savent pas, et que les Camerounais le sachent, parce que demain ils vont nous accuser de ce qui va arriver. Quand vous vous comportez là, comme ce qu'ils font, avec la répression, un état de non-droit, un état de l'arbitraire, la communauté internationale le note. Vous n'aurez plus d'investisseurs. Les investisseurs ne pourront plus venir ici. Parce que le Cameroun va être considéré comme un pays à très haut risque. À très haut risque, et les investisseurs ne viendront plus. Mais au moment, au moment où vous le dites, l'agence de promotion des investissements fait savoir qu'il y a de nombreux opérateurs économiques qui se bousculent aux portes du Cameroun dans des secteurs miniers, dans des secteurs agroalimentaires et qui souhaitent investir au Cameroun parce que c'est une destination économique privilégiée. C'est extraordinaire. Il le disait, ils ont voulu justifier le port de Kribi par les investissements miniers. Je crois vous avoir déjà dit que lorsqu'ils ont voulu faire le port de Kribi, je crois que Moutazé, qui devait être le ministre de l'économie à ce moment, on était en 2009, il fait faire une étude. Alors que le trafic portuaire à ce moment-là était de 9 millions de tonnes, voire moins, à peu près entre 7,5 et 9 millions de tonnes en 2009. Cette étude, il force les conclusions en projetant le trafic portuaire au Cameroun à 35 millions de tonnes à partir de 2015. On est en 2020. Hein? On est en 2020, le trafic portuaire doit être autour de 12 millions de tonnes. Alors, vous forcez, en forçant l'étude qui avait été commandée, en forçant les conclusions, que le trafic portuaire sera en 2015 à 35 millions de tonnes et devait justifier la construction du port de Kribi. Et vous voyez bien que aujourd'hui, et j'avais fait une note à M. Biya en disant que si on continue le port de Kribi, pour 400 à 500 milliards de francs CFA d'endettement, on va arriver à une situation où ce sera la charrue avant les bœufs. Les projets miniers ne seront pas là, c'est-à-dire que le projet de fer d'Umbalam, il ne sera pas là. Il devait faire 35 millions de tonnes de minerais à transporter, parce que ce projet a deux flancs, 20 millions de tonnes de minerais venant du flanc congolais et 15 millions de tonnes venant du flanc camerounais, avec un chemin de fer de 600 millions de tonnes. Il faut oublier ça, ça s'est arrêté. Il y avait un projet de Rio Tinto Alcan qui devait faire 1 million de tonnes d'aluminium. Et pour faire 1 million de tonnes d'aluminium, il faut faire à peu près 3 à 4 millions de tonnes d'alumine. Et associé à ce projet, on faisait 2 barrages. Le barrage de Sombengue, 1100 MW, et le barrage de Grand Godi, 1100 MW. Donc vous aviez à peu près 2200 MW pour ces 2 barrages. Je vous signale que la puissance installée au Cameroun aujourd'hui est à peu près 1400 MW. Et ces projets, ça faisait des projets de plus de 10 milliards de dollars. Rio Tinto Alcan est parti du Cameroun avant à cause du climat d'investissement qui n'était pas bon. Et parlant de ce climat d'investissement, vous faites un lien entre la situation politique actuelle et l'impact sur l'attractivité économique du Cameroun. Absolument, parce que si vous aviez déjà un problème de leadership qui se signalait déjà il y a 4-5 ans, au moment où Rio Tinto Alcan part avec un projet de 10 milliards de dollars, ce problème n'a pu que s'aggraver aujourd'hui. Et malheureusement, le comportement de nos dirigeants ne l'arrange pas. C'est-à-dire que ce que vous avez aujourd'hui comme répression, c'est-à-dire absence d'état de droit, état de l'arbitraire, où on peut vous arrêter comme ça,
Parce que c'est d'ailleurs comme ça que ça s'est passé en 2019 lorsque on m'arrête avec Maurice Kamto dans le domicile de Djonga. Les marches sont déjà passées le 26. Les marches sont passées tranquillement à Douala sans problème. Le 28 janvier, on est en train de déjeuner chez Djonga, on a terminé le déjeuner, on vient nous arrêter. C'était d'ailleurs un mandat de perquisition qu'ils ont transformé en mandat d'amener. Est-ce que cette triste expérience c'est très important. Que vous avez décidé de ne pas prendre part à cette nouvelle manifestation du 22 septembre? Non, ça c'était la stratégie. Sinon, vous ne seriez pas en train de m'interviewer là maintenant. Comprenez? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette stratégie justement? Your absence was strategic, but the people think that you send people to the streets and then hid yourself somewhere in safety and send them to face the water cannons, the tear gas, and the police brutality. No, it's not that. Qu'est-ce qui arrive à Maurice Kamto? Il a marché? Non, mais est-ce qu'il a marché? Il a un peu marché, il est déjà en prison. C'est-à-dire, on l'a séquestré. Il l'a séquestré. Regardez. Foguet qui va juste demander aux policiers pourquoi ils sont en train de battre, de taper sur des enfants, des jeunes gens. Il est arrêté. Il n'a pas encore marché, hein. Monsieur Foguet n'a même pas marché, je vous le signale. Il n'a même pas marché. L'idée m'est arrivée à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais voir ce qui se passe chez Maurice ou qu'est-ce que je fais? Bah, naturellement, je n'aurais même pas marché. Vous voyez ce que je veux dire? Et Bibou Nissak, on soupçonne. C'est-à-dire que vous êtes même ici dans des situations où vous pêchez, on pêche par pensée. C'est-à-dire qu'ils se disent que vous, monsieur Noufélé, vous avez l'air d'avoir des idées bizarres dans votre tête. Il faut qu'on vous arrête. Vous êtes crime prémédité, vous pensez à faire un coup d'État. Vous voyez? C'est-à-dire, je vois la tête de Jonathan, je dis, il veut faire un coup d'État. C'est comme ça que ça se passe. Actions come from thoughts, and then words. And action come from thoughts and words. So if they are suspected of having ill thoughts, having destructive ideas from what they say. Can you imagine this kind of system when some people think that some other people have kind of toxic ideas? Do you mean this is where democracy about that? Can you imagine this system where someone has become God to define what is good and what is bad? And this is actually what the system. Someone is now, Mr. Biya is the system, Mr. Biya is the law, Mr. Biya is the law, Mr. Biya is the justice, and is the one who is defining now what is just and what is not just. What is good and what is bad. And this is the situation, and it's a very serious situation. Parce que quand vous vivez ce genre, parce que vous n'avez pas terminé, ce genre de système où quelqu'un s'arroge, il est la loi, il est la justice, c'est lui qui définit. C'est-à-dire que c'est tellement arbitraire que je vous regarde, je dis que non, il a de mauvaises pensées. On doit vous arrêter. Vous avez même des idées de penser à faire quelque chose, même quand vous ne les avez pas. On doit vous arrêter. Ce système devient très mauvais et c'est pour ça que les investisseurs ne viendront plus. Et ça, je l'ai vu moult fois, mais je vous signale que cela va avoir un impact sur les investissements. Vous voyez, sur les investissements ne viendront plus. Ça va avoir un impact sur la croissance parce que, par exemple, le tourisme ne marchera plus, le transport ne marchera plus, les compagnies de transport ne marcheront plus, les restaurants ne marcheront plus, l'hôtellerie ne marchera plus, et ça va avoir un impact. Et ils vont nous accuser. Quand ça ne marche pas, they're going to accuse us at this very moment that we are the cause of it. You're attributing all of that to two things: tribalism and corruption. Yeah. And earlier you said something, you said something concerning corruption which I want you to clarify. You said in a system, in a country functioning on a hyper-centralized system, like Cameroon, where everything is centered on one person, it should be understood that that one person has a significant and important role to play in corruption. And that one person happens to be the head of state, President Paul Biya, I guess. So what is his role in corruption? How is he promoting corruption according to you? Because he's not punishing the people. You have a kind of impunity. Because the people who have been arrested is only epsilon about people that you can pretend that they are corrupt. Actually, many of them, they went to jail. They claim that the pretension was that they have been corrupted they have embezzled billions of money. At the end of the day,
of the day, when you go through the judicial instruction, you're only talking about sometimes some millions, some tens of millions. You see what I mean? So when you are jailing someone under the pretext that he has embezzled tens of billions of money, and that at the end of the game, we're only talking about maybe some tens of millions. So you see that actually you have some more ideas in your own mind, and this is it. And maybe those people, they were kind of, you were just identifying them as political rivals, and that's why you're just putting them in jail. And now you have some, that's why it's corrupting, because it's always having some documents. Operation Sparrowhawk is a political tool? Operation Sparrowhawk, are you saying that it's a political tool? Of course, it's a political tool, and that's why oftentimes you don't see any money coming back. What is just amount of money? We're talking about billions of money, but what is finally the fishing of it? Where is the fishing of it? Where is the fishing of that money? You're talking about billions and hundreds of billions of money we have embezzled in Cameroon, and at the end of the day, you don't find anything there. So what is that? But the system is much more subtle than that, and insidious, and very insidious and pernicious. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, parce que voilà le seul parti MRC et ses alliés qui touche les fondements du système. Et comme c'est un fondement du système, il y a une menace au statu quo, c'est-à-dire au régime actuel, au paradigme institutionnel ambiant, ce paradigme que je venais de définir de concentration of the power in the hands of an individual without a system of check and balances, ce système qui est en jeu, is the system which is at stake now. Ils vont absolument trouver, c'est pour ça que vous voyez ce qui se passe là, diabolisation. Vous allez voir ce qui va se dérouler. Diabolisation, on vous déclare, si vous étiez dans une église, on aurait dit que ce sont des hérétiques et on les aurait excommuniés. C'est comme ça que ça se passait. Mais là, dans le système actuel, ce qui va se passer, moi, j'ai pas peur. Mais je vous explique. De terreur que vous venez de décrire, est-ce que ça vous fait peur? Mais c'est pas à moi que ça fait peur. Ça doit faire peur au Cameroun. Ça doit faire peur au Cameroun. On n'avancera pas avec cela. On est un pays béni de Dieu. On a tout pour se développer si on crée une condition de paix. J'espère que j'arriverai là-bas de réconciliation nationale. Malheureusement, un système qui a échoué comme ce système, il a besoin de créer ça pour continuer à vivre. Il faut trouver des boucs émissaires. Un système, je répète, c'est la troisième fois que je vous le dis, que face à leurs échecs total sur tous les secteurs, économiques, social, politique, sécuritaire, il leur faut des boucs émissaires. Et là, ils trouvent dans le système, ils trouvent chez les alliés, là, ils trouvent, il leur faut les boucs émissaires. C'est pour ça qu'il faut bien observer cela. Diabolisation qui va commencer, ce qu'ils font, marginalisation, n'est-ce pas, ostracisme, ce qu'ils font. Et demain, pour dire que oui, insurrection, c'est un mouvement insurrectionnel. Ça a pour but quoi? Ils voulaient fomenter un coup d'État. Et je vous dis, s'ils avaient la possibilité de mettre les armes dans nos maisons, ils auraient mis les armes pour dire que, on vous avait dit. Où est-ce qu'il arrive? Exactement, pour la fin. Vous répond. Il dit que la séquestration, dont vous faites mention, l'enlèvement, l'épuration politique, ne sont pas des pratiques qu'affectionne le chef de l'État du Cameroun, qui a courageusement libéralisé le paysage politique à travers le multipartisme, liberté d'association, liberté d'expression. Est-ce que vous vivez dans cet esprit démocratique tel que le décrit le secrétaire à la communication du RDPC? Je suis désolé parce que d'abord, les faits le démentent, les faits le contredisent. Et j'aurais bien voulu que ce soit le chef de l'État lui-même qui le dise. Pas lui, mais M. Famendongo. Je ne crois pas du tout, c'est un imposteur, je ne crois pas du tout à ce qu'il dit. Pour moi, c'est un farceur. Excusez-moi, je pèse mes mots, ça fait 42 ans que je suis rentré au Cameroun. Je ne sais pas où il était quand je suis rentré au Cameroun, parce que j'ai commencé ma carrière comme ingénieur de chemin de fer. Non, mais attendez, je suis désolé. Parce que je vous dis, je suis désolé. Et que nul n'a le droit de prendre l'acquis de pouvoir exprimer ses opinions qui sont les propos du chef de l'État. Lorsqu'on essaie de me traiter d'anarchiste, vous savez, je ne l'accepte plus. Je ne l'accepte plus tel qu'ils le disent là. Et je suis en train de vous dire une chose. J'aurais souhaité que ce soit le chef de l'État. Et je ne pense pas que lorsque le chef de l'État, il y a une enquête qui avait été faite sur moi quand j'allais au palais. Et pour être dans la maison de Biya, c'est lui, vous voyez, le credential de la personne qui vient là. Et je suis connu pour les idées que j'exprime aujourd'hui. Je ne les exprime pas parce que j'ai soutenu un mouvement, je les ai toujours exprimées. Et il savait qu'à un moment donné,
Si on est devant une situation, je ne serai pas en train de chercher les avantages qu'on me donne. Je serai en train... Moi, c'est les Camerounais qui m'intéressent, et notamment les jeunes. Nous faisons tout cela pour les jeunes. Et je n'admets pas que les gens fassent de l'imposture et de la farce. Parce qu'il y a une chose que je vois chez les autres, c'est que les gens de ma génération, qu'ils soient au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Chine, ils ne sont plus en train de travailler. Ils travaillent, ils ont toujours travaillé pour les générations à venir. C'est-à-dire le travail que nous faisons aujourd'hui, que je fais, c'est pour les générations à venir. C'est pour laisser un legs. Et j'ai écrit à M. Biya en 2015. Je lui ai demandé quel legs voulez-vous laisser au Cameroun. Vous voyez, je suis conseiller du chef de l'État, je lui demande quel legs voulez-vous laisser au Cameroun. M. Famdongo ne connaît pas les rapports que je faisais à M. Biya en direct. Mais je les sortirai comme je commence à en sortir certains. Je demande quel legs voulez-vous laisser au Cameroun. C'est ça qui m'importe. Quel était l'intérêt de cette question adressée au chef de l'État en 2015? Parce que déjà à ce moment, je suis en train de vous dire, je sentais qu'on est en train de glisser, il y a une dérive. Il y a une dérive. Et même la dérive sur l'état de droit. J'ai des notes ici que j'ai fait au chef de l'État en lui disant que nous sommes en train d'aller vers nous sommes en train d'aller, donc je suis en 2016-2017, quand je lui fais la note qu'on est dans une dérive d'un état de l'arbitraire. On n'est plus dans l'état de droit. Et bientôt, nous ne serons même plus une jungle. Parce qu'une jungle, il y a un roi dans la jungle. Mais j'ai les notes, hein. On ne sera même plus une jungle. S'ils veulent alors parler du désordre, il y aura du désordre. Ça, des notes, je le faisais. Et moi, je le disais au moins au chef de l'État, il y a très peu d'entre eux qui ont même le courage de pouvoir écrire ce genre de choses. Mais les choses sont documentées. Sauf que je suis en train de vous dire que ce soit au MRC ou là, ce qui intéresse, je parle essentiellement de Maurice. Ce qui anime Maurice, comme moi-même, c'est le fait qu'on voit un autre pays. Nous rêvons d'un autre pays parce que nous pensons aux générations suivantes. Nous pensons à vous, à vos enfants. Nous sommes à ce niveau-là. À penser à vous et à vos enfants. You want to achieve that Cameroon. You want to achieve that new Cameroon which you're talking about through the streets and not through the ballot box, for example. I will come back to your question. I just want to say it in French so that people can understand me. Please. Go ahead, please. Go ahead, please. Je voudrais que vous m'expliquiez ce qui peut justifier qu'un leader politique soit assiégé, c'est-à-dire que son domicile fasse l'état d'un état de siège depuis 6 jours, avec tous les employés de maison et sa maisonnée, sans possibilité d'être alimenté, approvisionné en aliments, en médicaments éventuellement. Quel est l'objectif de ça? C'est de l'asphyxier physiquement. Le gouvernement dit que le leader du MRC fait l'objet d'un examen approfondi auprès des institutions judiciaires compétentes au regard de ce qu'il qualifie de mouvement insurrectionnel qui s'est soldé par un échec le 22 septembre 2020. Est-ce que cela peut justifier ce dispositif sécuritaire autour de la résidence du professeur Maurice Kamto? Mais ne serait-ce que pour une question de droits humains. Ne serait-ce que pour une question de droits humains. Vous faites l'objet d'un examen judiciaire. Il faut déjà informer la personne. Hein? Il faut déjà informer la personne. Je ne pense pas que M. Kamto ait été informé qu'il faisait l'examen d'une institution judiciaire. Et s'il fait l'examen d'une institution judiciaire, il faudrait qu'il participe éventuellement à le dire. Combien il apprend par les médias qu'il fait l'examen d'une institution judiciaire. Mais vous le séquestrez, c'est ça qu'on fait dans des systèmes civilisés. Moi, je crois que là, on est entré dans une barbarie absolue. Je veux dire, qu'est-ce que son épouse a à voir avec ça? Si c'est lui qui fait l'objet d'un examen judiciaire, qu'est-ce que ses enfants ont à voir avec ça? Qu'est-ce que les domestiques à la maison ont à voir avec ça? Qu'est-ce que les gardiens? Parce qu'ils sont venus, ils ont bloqué. Même les visiteurs ne peuvent plus sortir depuis. Ça fait 6 jours. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Nous sommes là rentrés dans un système d'humanité, de sauvage. Vous voyez ce que je veux dire? Pré-civilisationnel. C'est de ça qu'il s'agit actuellement. Cette photographie que vous venez de faire de la situation dans laquelle se trouve le professeur Maurice Kamto, quelle image du Cameroun cela renvoie? Mais ça renvoie à une image de barbarie. Il n'y a pas autre chose à dire. Ça renvoie à une image de barbarie. C'est pas, on n'est pas civilisé là. On n'est pas civilisé. C'est pas la démocratie ça. Ça n'a rien à voir, je suis désolé. C'est pas la démocratie, c'est pas la civilisation. Mais le gouvernement brandit à tout bout de champ que le chef de l'État est le chantre de la démocratie à peser et qu'il œuvre pour qu'il y ait le dialogue permanent entre les Camerounais. Comment expliquer ce contraste selon vous? Il faut que je le voie pratiquer.
il faut allier vos actes aux paroles. Mais nous sommes là, just we call it in English lip service. It's only lip service. You know, they're talking about democracy, they're talking about human rights, they're talking about humanitarian law, and so on and so forth. But you can see what is happening to Professor Maurice Kamto, being sequestrated for 6 days now, without being able to have any food supply, or even some drugs or medication in case that will be necessary. It's not alone. What his wife has to do with that, and what the people in the house have to do with that, what the security people, what the visitor, the guests, and so on have to do with that. They have sequestrated the whole house for 6 days now. You're calling it humanity? It's not humanity. It's not even, we're no more civilized. This is a kind of barbarian. This is the kind of barbarian type of word that we are creating in Cameroon. But you don't expect to attract investors in this kind of barbarian word. No, I was saying that earlier I was saying that you want to change that. You want to change all of that through the streets. Comme vous n'avez pas fait la paléontologie, je vous aurais dit que nous sommes un peu dans l'époque de Néandertal. Vous voyez l'homme de Néandertal, là, vous faisiez ça un peu. I was saying that you want to change all of that through the streets. But when you look at the situation in the country now, earlier you mentioned the fact that Cameroonians are generally timid. They don't behave like Malians. They don't behave like Egyptians. They don't behave like Sudanese, who can rise up in their numbers from the villages to the cities and take to the streets and say, Mr. President, we don't want you anymore. And you also mentioned issues like voter apathy, young people not taking interest in, all of what they have to do in order to bring about that change. Now, when you look at this context and the repression, what persuades you that you can achieve what you're fighting for, a new Cameroon, changing all of these ills, taking away all these ills through the streets? No, because I'm talking about the natural process of those kind of things, I'm not even talking about me or we people asking people to do this and to do that. This is the natural dynamics of it. You see what's happened actually in the Northwest and the Southwest. This thing started peacefully. It was only small claims, small grievances and claims of lawyers and teachers. What was actually the response to it? It was violence. They sent military, they sent weapons. You see how it started? It started peacefully. They wanted dialogue, but this system does not know what is called dialogue. And what's happened in case you don't want to dialogue with someone, but that someone is still suffering? He has nothing to lose anymore. And what's happened when someone has nothing to lose? It just recourse to violence. Because you're not offering him any alternative for him to express his grievances and to express his claims. The only alternative that you're offering him is violence. And that's why you will see this expression in the streets. It has nothing to do with alcohol. It has to do with a kind of natural dynamics with people. Because when someone is trying to scream, to yell, and to call you for you to understand what is going on, that is suffering and so on and so forth, and you're not listening to him because you are autist, because you are plagued with a kind of myopia, the only thing is going to become violent. And this is the kind of process that you're going to see over here. And you said in your tweet after the 22nd of September protest, 2020 protest, that that protest was the start of an irreversible move against tyranny and against to conquer freedom. How far do you intend to go with this? Because this is how far do you intend to go with this? This is it's not me. How can the people of Cameroon is intended if they keep on suffering, if they keep on being kind of zombified, if you keep on not addressing their suffering, not addressing their frustrations, they will have no recourse but to stand up for their own rights and to conquer their freedoms. They have no choice. You are the one not giving them. The government is the one not giving them choice. This is it. It's not about me, or it's not about Mr. Kamto. It's about what you people are doing. But they're always trying to find scapegoats. This is a system where they're always trying to find scapegoats.
in front of, with regard to their failures, total failures. They have failed economically, they have failed socially, they have failed politically, security matters, and so on and so forth. And in front of this total failure, they are seeking scapegoats somewhere. But no. But the figures, those are facts and figures. I'm not like someone thinking, I'm not thinking, those are facts and figures. The figures are there, economic number of people, poverty line, poverty rate, number of poor in Cameroon, the growth, the indebtedness, and so on and so forth. It's facts and figures. Regardez par exemple le chemin de fer. Une courte pause dans cette émission où nous parlerons en deuxième partie, chapitre économie, des revendications inscrites dans le cadre des manifestations que vous avez organisées et comment les forces pour le changement, l'appel à la démocratie comptent se mouvoir après cette série d'arrestations que vous vivez depuis quelques jours. D'abord, une courte pause dans l'émission La Vérité en face, avec pour invité Christian Penda Ekoka, président du mouvement Agir, membre de la coalition des forces pour le changement, la démocratie et la paix au Cameroun. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous suivez l'émission La Vérité en face, édition spéciale sur Equinox en télévision. Nous recevons ce soir Christian Penda Ekoka, président du mouvement Agir, membre de la coalition des forces pour le changement, la paix et la démocratie. Christian Penda Ekoka, durant cette journée du 22 septembre 2020, les principales villes du Cameroun ont présenté un visage de ville morte à Yaoundé, Douala et d'autres villes dans la région de l'Ouest, dans le département du Mungo. Presque aucun commerçant n'a ouvert sa boutique. Comment expliquez-vous une telle attitude? S'agit-il d'une crainte de représailles, une crainte des émeutes liées à cette journée ou alors un signe d'expression d'une solidarité à l'endroit de l'appel que vous avez lancé? Justement, c'est une autre mesure du succès de cette marche, parce qu'il ne faut pas oublier que le gouvernement demandait aux populations de vaquer normalement à leurs occupations, c'est-à-dire de ne pas écouter l'appel du MRC. Alors, s'ils demandent aux populations de vaquer à leurs occupations et que les populations refusent de vaquer à leurs occupations, c'est le gouvernement qui a en fait immédiatement démenti, parce qu'en réalité, ils n'ont pas suivi le mot d'ordre du gouvernement, leur demandant de vaquer à leurs occupations. And on the other side, many did not listen to you also. Some of them stayed indoors. They did not come out to protest. So is it also a failure on your part? No. This was about protest. Protest, you need to be much more active. But ghost towns, you just remain. Maybe it's easier for people to just remain to the ghost town. Maybe you're just suggesting me that next time we should call for the ghost towns. I buy the idea. If you want to call for a ghost town, yes, I don't know how that's going to look. Do you think that could be a strategy? I bet your idea is good, eh? So no, it's not my idea. I'm asking you. Do you think it could be a strategy? We pay for the intellectual rights of it. Mais certains de ces Camerounais qui sont restés chez eux durant cette journée ont exprimé des craintes d'être confrontés aux émeutes liées à des probables affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre. Est-ce que cette perception qu'ils avaient ne bat-elle pas en brèche le fait que vous pensiez, comme tout à l'heure, qu'ils étaient solidaires de votre initiative? En réalité, vous insistez en fait sur ce problème. Pour voir la volonté des populations, quand on est en face d'un gouvernement, je ne veux même pas dire sérieux, mais on va simplement dire honnête, qui a envie de savoir ce que les populations pensent. Vous ne faites pas la répression, vous laissez les gens marcher. Parce que en démocratie, c'est une des façons pour tout gouvernement de connaître d'abord sa popularité, de voir comment, si sa manière de gouverner satisfait les populations, puisqu'en démocratie, on le fait pour les populations. Mais c'est quand même extraordinaire qu'on ait un gouvernement qui pense travailler et qui n'utilise pas ce moyen partout au monde.
Ce n'est pas un gouvernement, il sait qu'il a échoué quant à sa capacité de répondre aux besoins des populations. Nous avons sérieusement une faillite de leadership et de gouvernance, n'est-ce pas, au Cameroun. C'est une gouvernance et un leadership incompétent qui a été incapable d'apporter des solutions, n'est-ce pas, aux problèmes des Camerounais. Je ne le dis pas par fantaisie. Moi, ce n'est pas les personnes qui m'intéressent, c'est les résultats, c'est les faits, c'est les chiffres, ainsi de suite. Les gens continuent de souffrir. La croissance est là, le nombre de pauvres est là. Regardez par exemple des villes qui sont devenues des villes fantômes. Une ville comme Konsamba, excusez-moi, hein, je vais vous dire, une ville comme Konsamba, c'était la 3e ville du Cameroun, n'est-ce pas? La ville de Konsamba a eu une agence de banque centrale avant Bafoussam. Aujourd'hui, c'est une ville morte, c'est une ville éteinte, la 2e ville du Cameroun. Les villes comme les villes de Maroua, encore une fois, excusez-moi, c'était des villes florissantes. Aujourd'hui, à Maroua, c'est les mototaxis, n'est-ce pas? Vous allez à Mokolo, c'est une ville qui était florissante. C'est le désert là-bas, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas le célébrer. Ce gouvernement n'a rien à offrir. Je vous dis, c'est un échec total. Bon, regardez par exemple... Prenons donc le cas de la crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le gouvernement estime que le chef de l'État est allé au-delà des attentes des populations à travers l'annonce d'un statut spécial pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest, un plan présidentiel pour la reconstruction de ces 2 régions anglophones et le fait qu'il y ait une loi pour la promotion du bilinguisme dans les différentes institutions publiques du Cameroun. Que pensez-vous de toutes ces mesures gouvernementales qui ont été mises en œuvre jusqu'ici? Je suis très étonné par un gouvernement qui estime que le jour où nous allons perdre un match, comme au football, ils vont dire qu'on a gagné parce que vraiment on avait envie de gagner. C'est-à-dire le gouvernement, comme le chef de l'État disait qu'on va gagner. C'est comme ça qu'ils ont fait. Quand il y avait pour la CAN 2019, vous entendiez un ministre, un journaliste lui demande « Est-ce que vous pensez que vous serez là à l'heure ?» Et il soulève le pied, tape ça sur le plancher, il dit vraiment « Comment ça ?» Vous osez même imaginer qu'on ne sera pas là au jour J, parce que leur homme Dieu, qui n'est pas Dieu, avait dit que le Cameroun sera au rendez-vous. Le Cameroun sera prêt le jour dit. Le jour dit. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils ont pris ça comme un oracle. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ont pris ça comme un oracle, l'oracle de Yahweh le Tout-Puissant. Et lorsque vous interpellez un ministre en lui disant que, mais sur la base des chiffres, et des indicateurs, des chronogrammes, et ainsi de suite, et des financements, est-ce que vous pensez que vous serez prêt aujourd'hui? Il dit, mais sacrilège, sacrilège. Vous osez mettre en cause la parole du chef de l'État. Vous voyez comment il fonctionne? Un peu comme des illuminés, n'est-ce pas? Et il tape le pied sur la table, il dit que sur le plancher, il dit que ce n'est pas possible. L'autre là, le ministre de la Communication, Issa Chiroma à l'époque, il dit que ce sera la plus belle coupe d'Afrique du monde. Il lui manquait simplement qu'ils disent que la reine Elisabeth sera au terrain. Vous voyez, c'est comme des gens qui fonctionnent dans leur... Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement autour de ce projet relatif à la Coupe d'Afrique des Nations? Non, mais ce que je veux dire, vous allez y arriver après, excusez-moi, ce que je veux dire, c'est que vous regardez quand que vos solutions ont apporté des réponses à un problème, quand vous voyez que le problème a disparu. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais vous ne pouvez pas continuer à voir qu'il y a conflit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et simplement dire que le gouvernement a fait ceci, le gouvernement a fait cela, alors que les problèmes n'ont pas disparu. Vous mesurez, n'est-ce pas, vous mesurez votre aptitude, vos solutions, l'efficacité de vos solutions lorsque le problème disparaît. Vous ne pouvez pas être malade. Vous allez voir, vous êtes malade, vous avez la fièvre, vous vous sentez mal, vous allez voir un médecin, il vous donne un médicament, vous continuez à vous sentir mal. Vous revenez, vous dites que vous vous sentez toujours mal. Il commence à vous dire que mais pourtant je vous ai donné tel médicament, je vous ai donné... Vous allez lui dire que mais enfin, vous m'avez donné tel médicament, mais ça ne répond pas au problème, je suis toujours malade. Vous êtes obligé de lui dire soit votre médicament n'est pas bon, soit vous-même vous n'êtes pas bon. Vous n'êtes pas bon médecin. Soit votre médicament n'est pas bon, soit vous-même vous n'êtes pas un bon médecin. Je ne comprends pas un gouvernement qui passe toujours le temps, c'est-à-dire à montrer ses efforts. Oui, on a fait ceci, oui, on a fait cela, mais le mal n'est jamais fait. Mais quand je vous parle, excuse-moi, Jonathan, the other thing is about scapegoat. You told me about scapegoat. Et pour le bouc émissaire là, chaque fois, c'est la conjoncture internationale. Au niveau de l'économie, quand ça ne marche pas, il dit la conjoncture internationale. J'ai demandé à quelqu'un un jour, il y a un monsieur là qui s'appelle conjoncture internationale.
Il y a quelqu'un là qui s'appelle... Mais le monde entier a la conjoncture internationale. On dirait qu'il n'y a que le Cameroun et M. Biya qui ont la conjoncture internationale. Vous n'arrivez pas à résoudre les problèmes des gens, mais au lieu de dire que vous n'arrivez pas, vous dites seulement oui, on a fait ci, on a fait cela, on a fait ci. Mais le mal n'est pas guéri, donc il faut continuer. Et c'est probablement, je continue de le dire, soit votre solution n'est pas bonne, soit vous-même vous n'êtes pas bon. Et c'est ça qui arrive dans le cas du Nozo et dans le cas de Boko Haram et sur tous les autres secteurs où on a échoué. But Christian Pendekuba, when you say that it's a complete failure, that the Biya government has failed completely, that is interpreted by his close aides as gross exaggeration, because they will highlight some of the things that have been done, jobs that are being created every year, bridges that are built here, the second bridge of our River Wuri, dams that are constructed here and there, roads that are constructed, the dual carriage highway linking Yaoundé and Douala under construction. They will tell you that the situation in the northwest and in the southwest regions is under control, peace is gradually returning, and things like that. So what do you make of all those people? Are you just ignoring what has been done? No, because result is result. Performance is performances. You're talking about effort, you're talking about progress. You know, progress is underway. This is the way they're doing. Progress is underway, but you don't see the highway. The progress is underway, you don't see the highway. The highway is maybe 50 kilometers. You see it for 20 years, you're building a highway. No. They will tell you that, what about the railways? What about all those concessions? Let's talk about the concession of public infrastructures, like water. Do you have potable water in Cameroon? Less than 50% of the people have potable water. And you still go up north, there's no potable water. Those are hard facts. Those are hard facts that there's no water. So you cannot claim that you have resolved the issue of access to potable water, you know, for the people. Those are hard facts and you have resolved there. We're talking about electricity. You still have power outage all the time. All the time. Mr. Biya has been talking about power outage, I don't know, for almost 20 years. But the problem has not been resolved. So the issue is that as vous continuez à les expérimenter, les coupures de courant intempestives, ainsi de suite, il ne peut pas dire qu'il a résolu le problème. Il talk about power outage. Le problème de ce gouvernement, c'est toujours de dire on est en train de faire ceci, on est en train de faire cela. We are doing this, we are doing that, but the result is not there. The only thing you are citing there is the second Wuri Bridge, and they still have a problem. And if you have to build, what has it resolved? There's no more traffic jam on the second Wuri Bridge, so it was actually badly done. Because it has not resolved your problem of traffic. You people are living in Douala, and this bridge has not resolved. And when it's raining, you see that the bridge is overflooded. Normally, to resolve the problem of the people in Douala, the traffic jam that you're experiencing over there, you should have built a bridge up north Wuri, maybe the second or the third Wuri Bridge actually. Because if the problem is still there, the problem is not being resolved. Can you see the traffic jam at the area of Village? Sometimes you can spend about an hour or 2 hours there. So what are you going to tell me? That you have built, you have improved that road, but you have not resolved the issue. No, concerning the security challenges, the security challenges that the country is facing in the northwest and southwest regions, in the far north, in the east, with rebels from the Central African Republic making sporadic incursions and so on. And more specifically in the northwest and southwest regions, where there is more attention of government authorities in general, why do you think that? Are you saying that all what government has been doing has been the wrong side of issues? Because the problem is not resolved. This is not the way to resolve the issue. The issue is still there. I mean, I don't understand. To eradicate a disease, then the disease has to be eradicated. This is what I was telling Cedric, that if you are sick, you go to see the doctors and just to tell them that I'm sick, and it's about what? Instead of resolving, instead of tackling the root cause of the problem, actually they're tackling the symptoms. That's why the solution is always cosmetics. It's only cosmetics. And because this is by nature, this regime is always doing conning. It's a kind of conning that wily and so on and so forth. They are not addressing the root cause of the problem. Because to address the root cause of the problem, they need to go through it by, first of all, inclusive dialogue. But one of the first things that they have to do is a ceasefire. They need to stop they need to stop fire there. And then by stopping fire, just you can rebuild kind of
trust between people, reconciliation among people, then release all the political prisoners. So you create the condition for peace, you create conditions for reconciliation so that people can sit around the table of dialogue. But not the dialogue only with you. You cannot dialogue with people who are on your own side. I was going to ask you, what is cosmetic in the major national dialogue? What is cosmetic in the special status, for example? What is cosmetic in all the measures that are being implemented with regards to the problem? For instance, the main stakeholders were not there. Only the separatists were not there, because you just cannot sit with people who are siding with you, people who are in agreement with you. You're no more calling a dialogue. This is not a dialogue. To have a dialogue, you have to sit with people who are dissenting with you. This is the dissenters. You have to sit down with the people who are dissenting with you so that you can listen to them. But since this government is autist, they are also plagued with a kind of myopia. So they don't sit with the people with whom they have to sit down to find a kind of consensual. We're talking about consensual and lasting solution. That's the only way you can resolve the issue. You need to sit down with the people who are dissenting with you so that you discuss, you see what is going on, and the separatists, for instance, and then you find a kind of consensual solution. And this will be a lasting one. De la crise anglophone, Christian Penda Ekoka. Dans un projet de résolution, des sénateurs américains interpellent la France afin qu'elle joue de son influence pour amener le gouvernement camerounais à mettre un terme à ce conflit armé qui dure depuis près de 4 ans et qui a fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés et de réfugiés au Nigeria et dans le reste du pays. Que pensez-vous de cette mobilisation internationale qui s'adresse à la France pour qu'elle puisse influencer le gouvernement camerounais? Quel rôle devrait jouer la France dans le cadre de cette crise? Je pense que vous avez également raison de soulever ce problème. Vous savez, la France joue un rôle tout à fait particulier au Cameroun, spécial, parce que nous avons des liens historiques avec la France. Nous avons des liens historiques avec la France qui font en sorte que la France ait un rôle spécial ici. Et d'ailleurs, ça me donne l'occasion de dire que même la France a souvent été victime de ce gouvernement. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, ils accusent la France, ils indexent la France. Une fois que vous voyez bien le same dissenting, si la France fait une critique au sujet de quelque chose, allez, tout de suite, c'est la mauvaise France. C'est la mauvaise France. Vous voyez, quand M. Macron a dit qu'il a dit c'est à M. Biya pour notre libération, ça c'est la mauvaise France. Mais quand l'ambassadeur de France vient voir par exemple M. Biya, sans même savoir pourquoi il est parti voir M. Biya, tout de suite c'est la bonne France. Vous voyez, il y a toujours cette espèce de bipolarité. Mais nous n'avons pas, nous par exemple, nous pensons que la France est un partenaire privilégié et avec lequel nous devons travailler pour trouver des solutions. Pourtant, les Camerounais ont perçu un moment que les leaders du MRC et ses différents alliés se sont plaints du fait que les portes de la France sont restées fermées au moment où il y avait une campagne d'explication du hold-up électoral au Cameroun qui a été menée sur le plan international. Est-ce que vous avez été écouté à travers ce partenaire du Cameroun concernant les différentes revendications que vous souhaitiez porter à l'attention de la communauté internationale? Oui, non. C'est-à-dire que nous, encore une fois, nous avons été mal compris. Nous considérons la France comme un partenaire privilégié et nous pensons d'ailleurs que nous devons pouvoir construire un partenariat vivifié, fécond, qui soit profitable mutuellement à nos deux peuples et à nos deux pays. Vraiment un partenariat qui regarde l'avenir. Et nous n'avons pas de problème avec la France. Je pense qu'eux-mêmes, les autorités françaises doivent le savoir. Ils doivent savoir que nous n'avons aucun problème. Il faut distinguer les commentaires de rue et ce qui se passe entre les gens. Quelqu'un comme Maurice Kamto n'a pas d'attitude hostile. Au contraire, c'est le régime actuel qui a voulu diaboliser Maurice Kamto et le MRC. Il a voulu le diaboliser, le représenter comme hostile aux intérêts français, mais c'est tout le contraire. Nous pensons d'ailleurs que nous pouvons faire un partenariat avec la France qui serait un partenariat beaucoup plus dynamique, tourné vers l'avenir, capable de créer des opportunités pour les jeunes gens. Vous savez, quand nous pensons
un peu comme la 5G. C'est-à-dire que nous sommes très en avant par rapport aux défis technologiques de demain, aux défis économiques, aux défis sociaux, aux défis civilisationnels. Nous pensons à cela, nous pensons à demain. C'est ce genre de partenariat que nous voulons bâtir avec la France si nous sommes là. Nous ne sommes pas en train de bâtir une histoire d'arrière-garde et ainsi de suite. Et la France doit pouvoir le savoir. Nous n'avons pas... Mais comment peut-on parler de l'influence d'un autre pays sur un autre pays qui revendique sa souveraineté sur des questions intérieures? Non, ça c'est la géopolitique. Vous pouvez quand même pas imaginer, il y a une géopolitique mondiale. C'est pas la question que la France va venir imposer sa solution, c'est la géopolitique. Quand vous avez un ami, un partenaire qui est votre ami en plus, c'est pas de l'imposition, vous discutez. Et surtout quand ce partenaire est un partenaire qui vous aide souvent, qui vous vient en assistance. Là, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Encore une fois, justement, c'est toujours l'attitude de bouc émissaire. C'est-à-dire, quand la France essaye de dire, bon, faites comme ceci, ça, c'est pas la bonne France, parce qu'elle a critiqué. Mais quand elle vient soutenir, on dit ça, c'est la bonne France. Par exemple, les Français pouvaient regarder la situation de Ouazizi et puis attirer l'attention des Camerounais. C'est pas bon ça? Ça, c'est le bon partenaire. Le partenaire qui vous dit la vérité. Le cas de Ngarbu, pour les gens qui sont morts là-dedans, les massacres que le gouvernement pouvait peut-être cacher, ainsi de suite, ce partenaire qui vous dit la vérité, c'est un bon partenaire. Mais comment comprendre que justement en même temps, partenaire, oui, la France, déclare à travers son président qu'il a obtenu la libération de Maurice Kamto et des autres opposants, alors que c'était une question interne qui relevait du Cameroun. Est-ce que cela ne montre pas que les jeux politiques qui se déroulent au Cameroun a pour arbitre la France? Mais c'est pas ce que je pense. Mais je veux dire, nous sommes dans un jeu politique mondial. La France, c'est la patrie des droits de l'homme. La France, c'est d'abord la patrie des droits de l'homme. N'oubliez pas. S'il y a d'ailleurs quelque chose, contre lequel je pourrais je pourrais lui en tenir rigueur, ce serait d'abord quand elle fait en sorte que les droits de l'homme ne soient pas respectés. Et donc, justement, quand elle est toujours présente pour faire respecter les droits humains, j'y reconnais déjà la France, la patrie, la mère patrie des droits de l'homme. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que si la France ne joue plus ce rôle, parce que tel que vous voyez les pays là, chacun joue un rôle dans le monde, hein, c'est la géopolitique. Le monde n'est pas isolé. Le monde n'est pas... On vous parle de souveraineté, des histoires comme ça c'est des trucs à dormir debout. Je veux dire, le monde, c'est un monde où il y a interaction entre les pays. Vous voyez bien, à un moment donné, les États-Unis, la France et d'autres pays intervenir en Chine par rapport aux questions de droits humains. Pourquoi la Chine ne réagit pas en disant c'est un problème de souveraineté intérieure? Elle réagit d'une autre manière, mais elle ne dit pas que c'est un problème de souveraineté intérieure parce qu'elle reconnaît. Vous ne pouvez pas demander à un moment, la Chine veut que les marchés mondiaux s'ouvrent, et grâce à l'ouverture des marchés mondiaux à la Chine, grâce à son appartenance à l'Organisation mondiale du commerce, qui a été acceptée par les États-Unis. Parce que si les États-Unis s'étaient prononcés contre l'entrée de la Chine dans l'OMC, la Chine n'aurait pas eu l'ouverture du marché. Et alors, il fallait bien que les États-Unis pèsent de tout leur poids. Et lorsque les États-Unis ont pesé de tout leur poids, c'est des opportunités qui se sont offertes à la Chine. Et la Chine a commencé sa période de croissance. Au même moment, sur le plan international, le gouvernement vous accuse de vouloir brader le Cameroun à vos partenaires internationaux qui vous soutiendraient dans cette démarche de défiance de l'autorité de l'État depuis l'élection présidentielle d'octobre 2018. Que répondez-vous? J'espère que lorsqu'on va arriver, on trouvera encore quelque chose, parce que s'ils n'auraient pas déjà tout bradé, vous voyez ce que je veux dire? J'espère que nous, on trouvera encore quelque chose qui n'aurait pas déjà tout bradé. Mais on constate que dans tous les communiqués signés par le MRC et ses alliés, les principaux destinataires de ces communiqués, les ampliations, il y a essentiellement les institutions internationales et les principaux pays partenaires du Cameroun, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les États-Unis, la Chine. Qu'est-ce qui explique qu'à chaque fois, il y a ces ampliations qui sont faites à ces différents pays partenaires du Cameroun et ces différentes institutions internationales? Parce que nous savons que le monde ne vit pas dans l'autarcie. Mais vous faites les échanges avec le monde, ne serait-ce que exporter, importer.
vous faites les échanges avec le monde. Un pays ne vit pas dans l'autarcie, c'est aussi simple. Un pays vit avec les partenaires. Ça va de soi. Aucun pays ne vit dans l'autarcie. Ça, c'est la moindre des choses. Un politique qui ne ferait pas ça, d'informer les autres partenaires de ce qu'il est en train de faire, c'est que ne saurait pas ce que c'est que la politique, ne saurait même pas ce que c'est que la géopolitique, ne saurait même pas ce que c'est que le Cameroun. Le Cameroun n'est pas isolé. Mais quel est l'objectif aujourd'hui? Il s'agit des affaires internes. Pourquoi alerter le monde entier sur une question qui relève d'une politique intérieure? On peut vous expliquer que ce que je viens de vous expliquer, vous me parlez d'alerter. Mais vous voyez bien que le monde nous regarde. Le monde n'est pas isolé. Tout ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui comme brutalité, c'est-à-dire que vous prenez des enfants, vous les emprisonnez, ou des jeunes gens, vous les emprisonnez, vous les piétinez, vous les déshabillez, et vous les faites chanter les louanges de Paul Biya, c'est-à-dire qu'une sorte d'agression de leur conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez monsieur le vieux Papa Nzongang, vous l'arrosez, vous l'aspergez avec vos gaz lacrymogènes, il est obligé d'aller se cacher. Mais vous croyez que le monde ne le voit pas? Le monde le voit. Que Albert a été gazé, il est obligé de se cacher, que vous le recherchez. Vous croyez que le monde ne le voit pas? Mais lorsqu'on vous disait que le monde est devenu un village planétaire, qu'est-ce que vous croyez? Vous voyez les évolutions des communications aujourd'hui. Avant, pour faire dans les années 80, pour envoyer un message, vous ne pouviez même pas téléphoner quelque part, ça vous coûtait 10 fois ce que ça vous coûte aujourd'hui. Vous voyez aujourd'hui que juste par un tweet, n'est-ce pas, vous informez immédiatement le monde de ce qu'il fait. Donc, en fait, le monde est en train de devenir de plus en plus, de se rapetisser, de plus en plus devenir un village planétaire. Je peux vous dire que ce qui se passe en Chine, vous êtes au courant aujourd'hui, ce qui se passe ici, les Américains sont, tout le monde est au courant, c'est un petit village. Mais c'est que les gens, excuse me, you were talking about globalization. C'est que nous avons des dirigeants qui sont autistes, qui ne se rendent même pas compte que le monde est en train de devenir petit. Ce qui se passe ici intéresse tout le monde. C'est ça qui fait l'humanité. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de civilisation. Est-ce que vous comptez sur la communauté internationale pour obtenir le départ du chef de l'État? Christian Panekoka, est-ce que vous comptez sur la communauté internationale pour obtenir le départ du président de la République? Est-ce que c'est la stratégie finale? Non, je voudrais que vous saisissiez une chose. Je n'échapperai jamais à vos questions. Mais je voudrais que vous saisissiez une chose. When you talk about parish mentality, c'est quoi? C'est une mentalité de clocher. Une mentalité de clocher, c'est quelqu'un qui est dans son petit village, il est parish mentality, une mentalité de paroisse, il ne voit que sa paroisse et sa petite chapelle, une mentalité de chapelle, c'est pour ça que vous avez sa chapelle. Il ne voit pas le monde. C'est pour ça qu'on parle de mentalité provinciale. Quand vous êtes dans les pays européens, c'est un provincial. C'est-à-dire il n'a pas encore atteint l'urbanité, la civilisation. Mais le monde aujourd'hui est un monde petit. C'est un monde petit. C'est ce que vous faites. Il faut qu'on sorte de cette mentalité paroissiale, de l'esprit de clocher. L'esprit de clocher, pour comprendre que le monde est petit. Nous, I was going to ask you if that spirit of globalization, seeing things from a global perspective, can it justify what some opposition politicians have qualified as unacceptable, that after the major national dialogue, the head of state did not give an account to the people of Cameroon, but he went to France and gave an account to President Macron? Okay, so you should ask him from what Cedric is saying. Global spirit, does that justify that? No, it does not justify. It's not about because you're talking about globalization. It's exactly the same way that you people were actually shocked by the fact that we are going through this kind of sanitary crisis about COVID-19. People have been abandoned. It's like a deserted general. We have abandoned the battlefield. You know, we don't see Mr. Biya. We have not seen him for so many weeks. And the first is not addressing his people. He's not talking to his people. He's not trying to mobilize the people to build a kind of solidarity dynamic to fight against that virus, coronavirus. But he's receiving, he received the French ambassador. And then when the French ambassador came out, you know, I don't blame him. But he was the first one to tell us about the health or the shape of Mr. Biya. It's not, what is unacceptable is not about the French ambassador. What was unacceptable was about Mr. Biya, that he did not find it useful to talk to his people. You understand what I mean? And those are some of the arguments that some politicians are presenting. I'm not going to blame Mr. Macron because he has received Mr. Biya in France.
and Mr. Biya has talked to him about things. But I will blame Mr. Biya because firstly, he should have talked to his own people. But those are some of the arguments that some opposition politicians are presenting to say that all what is happening within the national territory are being piloted or influenced from outside. No. France, for example, Pan-Africanists will tell you France is pulling the ropes from the back, so to speak. The question raised by Jonathan is a very important one. You know, there are so many things you people can do here without asking France. Yeah, I mean, without even asking for France's advice. There are so many failures. Is France who was instructing Mr. Biya not to have a cabinet meeting once per week, as exactly what they are doing in their own country? Est-ce que c'est la France qui a demandé à M. Biya de ne pas tenir un conseil des ministres une fois par semaine, alors qu'en France, c'est tenu une fois par semaine? J'imagine mal que la France soit en train de dire à M. Biya de ne pas tenir un conseil des ministres une fois par semaine, alors qu'elle-même le fait. Donc on accuse la France de beaucoup de choses. La France n'a rien à voir dans la mauvaise gestion du Cameroun. C'est le Cameroun, c'est la mauvaise gouvernance, c'est un problème de leadership, d'un leadership défaillant, n'est-ce pas? Ce n'est pas la France qui a dit que nous ayons un chemin de fer où M. Biya arrive en 82, n'est-ce pas? Le réseau ferré est là, le train arrive jusqu'en Konsamba, à la ligne ouest. Il pouvait le prolonger en 40 ans pour qu'il soit déjà à Bafoussam, Bamenda et ainsi de suite, pour que le train soit à Kumba, Manfé et qu'il rejoigne ensuite Bamenda de l'autre côté, pour que dans le réseau sud, qu'il soit jusqu'à Samelima, Wesso, pour que dans le réseau nord, il aille jusqu'au Tchad. Ce que M. Biya fait, c'est qu'au bout de 40 ans, le chemin de fer s'est rétréci. La France n'a rien à y voir. Ça a à voir avec la planification du Cameroun, avec la gestion du Cameroun. Justement, Christian Pendekoka, est-ce que vous comptez sur cette France, est-ce que vous comptez sur cette France et les autres membres de la communauté internationale pour obtenir le départ du président de la République du Cameroun? Ça, c'est pas notre sujet. Mais ce que je veux vous dire, ne les accusez pas, parce que c'est pas la France qui est le responsable de l'échec de Camerco. Cameroon Airlines avait pratiquement le même âge que Kenya Airways, un peu moins âgé que Ethiopian Airlines. Vous voyez aujourd'hui la situation d'Ethiopian Airlines. Vous allez accuser la France pour Camerco, la mauvaise gestion des entreprises publiques camerounaises. Vous allez accuser la France pour Camtel, la mauvaise gestion de Camtel. Vous allez accuser la France pour... on a fait un Douala Stock Exchange. Un Stock Exchange, c'est un marché boursier. Ça fait depuis plus de 15 ans que ce marché boursier ne fonctionne pas. Vous allez accuser la France pour ça. Vous allez accuser la France pour ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, alors qu'on demande à quelqu'un de tenir un dialogue inclusif, d'appeler tous les leaders politiques, de s'asseoir avec eux pour voir comment on peut résoudre le problème. Ça, c'est un problème de leadership. It has nothing to do with France. Et donc, moi, j'ai beaucoup de mal à aller accuser la France par rapport à mes propres défaillances. Christian Pendekoka, do you think that the international community can do anything at all to change what is happening in Cameroon, to, for example, solve the problem that you people are protesting, you of the CRM and the allies and other Cameroonians are protesting against, to solve the Anglophone crisis, for example? Do you think that the international community can do anything at all to solve this problem? I think because Cameroon is not a kind of insulated country. Cameroon is not an insulated, we're not living in an kind of insularity, no. Cameroon is not an insulated country, Cameroon is not an isolated country, Cameroon is part of the world community and the international community. So your friends can tell you about what's going on. For instance, Cameroon is a member of the United Nations. You know Cameroon is a member of the United Nations. Alors, et qu'est-ce que vous attendez dans cette communauté internationale? Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la communauté internationale concrètement, dans ce contexte sociopolitique où nous sommes? Christian Pendekoka. Non seulement nous attendons, mais la communauté internationale le fait sans avoir besoin de nous attendre. Mais la communauté internationale, par exemple, depuis que la crise du Nozo-Edouard a commencé, la communauté internationale a exhorté M. Biya à tenir un dialogue inclusif. La communauté internationale, elle n'a pas eu besoin de nous. Mais some analysts think that they should go beyond what's declarations. C'est-à-dire qu'il faut voir les mécanismes aujourd'hui, et ce n'est pas nous qui serions en train de le dire. La communauté internationale, le Conseil de sécurité des Nations Unies a par exemple une démarche. Elle peut intervenir dans les cas de grossières violations des droits de l'homme, gross violation of human rights. Then the international community, and especially the UN Security Council, can intervene. And into that, the UN Security Council can decide to send a fact-finding independent mission to Cameroon, because people are just being massacred over here. This is part of you're part of the United Nations, so you should be part also of the United Nations process. And one of the United Nations process is that when you're observing a kind of massacre somewhere, people are meaningless
they are weak, they are being massacred somewhere. But what is happening now in the Northwest and the Southwest? The United Nations Security Council can decide to send a fact-finding independent mission there. In the United States of America, in the United States of America, congressmen think that actually identify the perpetrators of those abuses and sanction them or have them exposed to the rigor of law. Actually, I was coming to that. The United States, in the U.S., congressmen think that the Security Council should impose targeted sanctions on some government authorities or all persons involved in the atrocities committed in the Northwest and Southwest. It's not a violation of sovereignty. It's not a violation of sovereignty. This is the way the world is operating. Why Mr. Biya is going to the United Nations? Because Cameroon is a member of the United Nations, and he has to abide by the process of United Nations. We are living in a world with some kind of geopolitics. You know, you will see China in 1949, when Mao Zedong conquered the Republic of China. When they got into power, they built a kind of coalition with the former Soviet Union. And when they found that it was not satisfied to them, what did they do? They have to switch to build a kind of strategic partnership with the U.S. What kind of sanctions? What kind of targeted sanctions, in your opinion, can produce the desired results, that is bringing solutions to the problems in Cameroon? What kind of targeted sanctions? Travel bans? It can be travel bans. It can be kind of freezing the account of those people. They can face the rigor of law, being by a kind of international court, because the violation has been done by a certain number of people. Je dois vous rappeler que even in the criminal code of Cameroon, nous avons le problème de l'abus, abuse of function, le problème de l'abus de fonction. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque nous avons été arrêtés à Douala, il y a eu le délégué régional de la police qui avait un mandat. Son mandat, c'était un mandat du procureur. Le mandat, c'était un mandat de perquisition. Il a transformé en mandat d'amener. Normalement, il doit être réprimé, il doit être exposé, il fait un abus de fonction. Qu'est-ce qu'il a eu de ce gouvernement? Il a eu une promotion. Vous voyez, c'est-à-dire que les gens violent la loi, ils sont en train de piétiner la loi régulièrement. L'article 66, il faut déclarer les biens, vous ne le faites pas, vous violez la loi, mais chaque fois qu'eux, ils violent la loi, et c'est ça qu'ils font en permanence, n'est-ce pas? On dit que c'est les autres. C'est les autres qui font l'insurrection, ainsi de suite, alors qu'ils sont en permanente insurrection. Quand vous allez contre la loi, quand vous allez contre les intérêts des populations, vous êtes en train de violer les populations, vous êtes en train d'agresser les populations. Et tout ce qui vous intéresse, c'est de dire que vous avez eu pour mandat d'occuper les institutions pour le bien-être des populations. Les populations n'ont pas ce bien-être, l'amélioration de leur santé, l'amélioration de leur logis, l'amélioration de leurs conditions de transport, l'accès à l'eau potable, l'accès aux soins de santé, et ainsi de suite. Les populations n'obtiennent pas ça. Et vous voulez simplement qu'elles se taisent, mais vous êtes là, vous avez échoué totalement, et vous voulez que les populations restent tranquilles, continuent de souffrir, alors que ce pourquoi les populations vous ont mis là, vous ne le donnez pas. C'est le peuple qui est souverain. Et M. Biya n'est là que parce que, s'il est là, encore parce que je ne veux même pas venir sur la question du hold-up électoral, dont je ne vais pas en parler parce que ça c'est un autre sujet. Mais à supposer même qu'il a été élu normalement. Mais il ne l'a été que par le peuple. Et il ne détient ce pouvoir que par la souveraineté du peuple. Il ne peut pas détourner ce pouvoir d'État à ses fins personnelles. C'est ça qu'on appelle corruption. La corruption, c'est le détournement d'un pouvoir d'État reçu en délégation. Il a reçu ça en délégation de la part du peuple, il le détourne à des fins personnelles. C'est ça une violation, c'est ça l'insurrection. C'est ça l'insurrection contre le peuple. L'État du Cameroun, M. Paul Biya, a détourné ses avantages, ses prérogatives pour servir ses propres intérêts. Bien ensemble, mais vous avez les résultats, non? Puisque vos intérêts comme population ne sont pas servis. Mais les siens sont toujours servis en premier, vous le voyez tout le temps. Mais les siens sont toujours servis en premier. Il a mis sur pied un gouvernement et un chef d'équipe ministérielle qui est censé exécuter suivre les orientations présidentielles en matière de développement social, économique et culturel. En quoi le président de la République est comptable de cette situation? Parce que c'est lui qui détient la souveraineté populaire.